Bienvenue à ce webinaire. On va traiter aujourd'hui sur la façon d'utiliser le centre de gestion du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques pour la gestion des utilisateurs nationaux autorisés du portail central du centre d'échange. Mais tout d'abord, je voudrais me présenter. Je suis Mohamed Elias Kchouk, professeur au Centre de biotechnologie de Boursedria, en Tunisie, spécialiste régional pour l'Afrique auprès du projet BCH2 du PNUEFM. Avant de commencer ce webinaire, je vais vous expliquer ce que vous avez devant vous sur votre écran. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est l'écran du présentateur. C'est là où vous allez voir toute la présentation d'aujourd'hui. À droite, c'est le panneau de contrôle du participant. C'est votre panneau de contrôle. Alors, ce panneau de contrôle, vous pouvez l'escamoter ou l'afficher. Il suffit d'aller à l'onglet View pour décocher la case correspondant à Auto-Eye de Control Panel. Mais vous pouvez aussi utiliser la barre verticale à gauche. Vous cliquez sur la flèche blanche sur fond rouge et vous escamotez le panneau de contrôle. Vous pouvez le ramener de la même manière en cliquant une seconde fois sur cette même flèche. Dans cette même barre verticale, vous avez une main avec une flèche verte. C'est là que vous pouvez cliquer pour lever la main et poser les questions tout à l'heure à la fin du webinaire. Vous pouvez aussi sélectionner sur le panneau de contrôle le mode audio qui vous convient pour participer à ce webinaire, soit par téléphone, soit en utilisant le microphone et les amplificateurs. Vous pouvez aussi poser votre question dans cet espace réservé aux commentaires. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter webinar@bch2project.org. Le bouton rouge que vous voyez en bas de ce panneau de contrôle indique que le webinaire est en cours d'enregistrement. Si vous ne voulez pas être enregistré, vous pouvez couper votre microphone et ne pas partager votre écran. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera publié ultérieurement avec les matériels éducatifs du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, ou CEPRB, ou BCH. Les opinions et concepts des participants exprimés durant ce webinaire ne reflètent pas la position officielle du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Concernant les termes officiels relatifs au protocole de Cartagena, il faut se référer au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Enfin, quand vous participez à ce webinaire, vous comprenez et acceptez cela implicitement. Voilà donc pour cette introduction à ce webinaire. Concernant le sommaire, nous allons parler un peu du projet BCH2, du PNUEFM, de l'enregistrement des informations sur le centre d'échange et du rôle du correspondant national pour le centre d'échange. On va voir qui sont les utilisateurs nationaux autorisés. On va les appeler les UNA. Et on va voir où trouver les directives détaillées pour les correspondants nationaux sur la gestion des utilisateurs nationaux autorisés. On fera une petite démonstration sur la création et la gestion des utilisateurs nationaux autorisés. Et on verra comment se fait le flux d'informations entre les utilisateurs nationaux autorisés et le correspondant national. À ce titre, nous avons avec nous Ernesto Ocampo-Dié, qui va nous aider sur cette question. Alors, concernant le projet BCH2 du PNUEFM, son objectif général est de continuer d'aider les pays éligibles au renforcement de leur capacité nationale afin d'accéder et d'utiliser effectivement
le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, de promouvoir la collaboration régionale et sous-régionale, ainsi que le réseautage et l'échange d'expériences pour une gestion nationale et régionale du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Il y a 5 composantes du projet BCH2. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa composante numéro 2, qui consiste à continuer l'ajustement approfondi et le développement des modules de formation et de partage de connaissances sur le centre d'échange dans les 5 langues des Nations Unies, anglais, arabe, espagnol, français et russe. Pour accéder à l'environnement éducatif virtuel, vous allez trouver dans cet environnement les matériels éducatifs du centre d'échange. L'adresse est donc affichée devant vous, c'est http://moodle.bch.cbd.int. Pour être un utilisateur inscrit, vous pouvez envoyer un email à l'adresse moodle@bch2project.org en précisant votre nom, prénom et pays. Lorsque vous rentrez dans cet espace virtuel, voici la page qui sera dans votre écran. Alors, si vous avez un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous pouvez vous connecter en cliquant sur ce bouton. Si vous n'avez pas encore votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, vous pouvez toujours vous connecter en tant qu'invité. Enfin, si vous avez oublié votre mot de passe, vous cliquez ici, vous donnez votre adresse email et il vous sera envoyé un nouveau mot de passe. Voici les cours publics universels de cet environnement virtuel d'éducation. Vous avez ici les 5 cours universels dans les 5 langues, donc anglais, espagnol, français, celle qui nous intéresse aujourd'hui, russe et arabe. Alors, comment se fait l'enregistrement d'informations nationales sur le centre d'échange? Alors, l'enregistrement d'informations nationales sur le centre d'échange répond aux besoins des utilisateurs inscrits. Il y a des différences entre les différentes catégories d'informations. Et notamment, on verra qu'il y a des dossiers nationaux, c'est-à-dire les informations nationales entrées dans le centre d'échange par les correspondants nationaux ou les utilisateurs nationaux autorisés. Et il y a des dossiers de référence, ce sont des informations introduites par autre personne que le correspondant national ou les utilisateurs nationaux autorisés. Alors, en ce qui concerne l'enregistrement d'informations, le correspondant national va jouer un rôle déterminant. C'est lui le représentant du pays pour le centre d'échange. Et c'est la seule personne qui peut valider l'information nationale, qui sera plus tard publiée sur le centre d'échange. Les enregistrements sur le centre d'échange répondent aussi aux différents arrangements institutionnels du cadre national de biosécurité du pays. Chaque pays a son cadre national de biosécurité et les arrangements institutionnels qui lui conviennent pour répondre aux exigences du protocole concernant le partage d'informations dans le centre d'échange. Alors, qui sont les utilisateurs nationaux autorisés? Nous avons vu que le correspondant national du centre d'échange est en mesure donc d'introduire des informations dans le centre d'échange, mais nous avons vu aussi qu'il y a des utilisateurs nationaux qui sont autorisés à introduire cette information. Alors, ces utilisateurs du centre d'échange, et selon le contexte du pays, peuvent collaborer à la saisie d'informations nationales dans le centre d'échange. Ils travaillent donc en coordination avec le correspondant national pour cette saisie d'informations pour
partager cette information et la mettre dans le centre d'échange. Donc, il pourrait saisir l'information dans le centre d'échange, mais cette information ne sera publiée qu'une fois validée par le correspondant national. Donc, seul le correspondant national du centre d'échange pourra valider et publier cette information, même si elle est saisie et entrée par des utilisateurs nationaux autorisés. Les utilisateurs nationaux autorisés ne seront là que pour travailler en collaboration et en coordination avec le correspondant national. Et pour un pays donné, il n'y a pas de limite pour le nombre d'utilisateurs nationaux autorisés. On verra tout à l'heure que le correspondant national pour le centre d'échange pourra désigner autant d'utilisateurs nationaux autorisés qu'il le désire. Alors, pourquoi est-ce intéressant pour nous d'avoir des utilisateurs nationaux autorisés pour l'enregistrement des informations? Regardons d'abord quelques faits. Le nombre d'informations à enregistrer dans le centre d'échange peut être parfois très grand. Par exemple, si vous prenez l'évaluation des risques, ce sont des dossiers volumineux, des documents nombreux, ou bien si vous prenez les décisions, par exemple, qui font appel à certaines personnes du domaine juridique, par exemple, ou bien législatif, qui sont à même de mieux connaître cette question que le correspondant national lui-même. Parfois, ceci peut demander des saisies depuis plusieurs institutions différentes. Si vous avez des informations, par exemple, ayant trait à des aspects juridiques, ou bien à des aspects scientifiques, ou bien à d'autres aspects, cela va se faire par des personnes qui se retrouvent dans différentes institutions du pays. C'est courant pour les pays d'avoir aussi plusieurs autorités nationales compétentes différentes. Chacune sera responsable pour différents aspects en relation avec les OVM. Vous avez par exemple des autorités nationales compétentes responsables des OVM pour la santé, par exemple. D'autres autorités nationales compétentes peuvent être responsables des OVM pour l'agriculture ou pour l'environnement. Donc, avoir plusieurs autorités nationales compétentes, différentes, cela veut dire avoir plusieurs types d'informations différentes qui sont détenues par ces autorités nationales compétentes. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'autant d'utilisateurs nationaux autorisés dans ces institutions pour entrer ou saisir ces informations. Bien sûr, le correspondant national n'est pas forcément spécialiste dans tous les champs d'application des OVM. Et c'est pour cela donc que l'aide ou la collaboration avec les utilisateurs nationaux autorisés va faciliter en quelque sorte le travail de collecte d'informations et de remplissage, disons, des obligations envers le protocole de Carthagène. Il y a quelques scénarios possibles qui pourraient aussi expliquer cela. Le pays a par exemple plusieurs autorités nationales compétentes et un utilisateur national autorisé ou plus dans chacune d'entre elles. Et ou alors il existe une institution centralisatrice qui valide les informations pour le centre d'échange. Par exemple, le correspondant national pourrait être situé dans cette institution centralisatrice. Mais elle nécessite encore des informations qui seront fournies par différentes institutions nationales. Il peut y avoir aussi plusieurs experts nationaux en matière de biosécurité. Et il est commode que ces experts saisissent eux-mêmes leur rapport de mission dans le centre d'échange pour une validation ultérieure qui sera effectuée, bien entendu, par le correspondant national. On peut avoir aussi une décision d'un pays sur un OVM qui pourrait exiger des informations provenant de différentes autorités nationales compétentes. On pourrait avoir
un pays avec un site web, par exemple, de biosécurité, qui est créé en utilisant, par exemple, l'outil Hermès du secrétariat. Et dans ce cas, le pays a besoin d'un spécialiste, d'un utilisateur national autorisé, spécialisé dans la gestion des sites web. Donc, on voudrait affecter des administrateurs et des éditeurs pour la gestion de ce site web. Donc là aussi, c'est un utilisateur national autorisé dont le correspondant national a besoin pour réaliser son site web. Enfin, il peut y avoir d'autres situations, évidemment, cela dépend des pays, des situations où une collaboration interinstitutionnelle s'avère nécessaire. Pour toutes ces raisons et pour toutes ces situations, il s'avère très intéressant d'avoir des utilisateurs nationaux autorisés qui vont aider le correspondant national à saisir et entrer l'information dans le centre d'échange. Que faut-il faire? Comment peut-on optimiser la gestion et la collaboration de ces nombreux organismes dans la tâche d'enregistrement des informations dans le centre d'échange? Comment peut-on attribuer des rôles pour l'administration, l'édition des sites web nationaux de biosécurité? Par exemple, ceux construits avec Hermès, pour les utilisateurs existants ou pour les utilisateurs nouveaux. La réponse à ces questions, c'est le centre de gestion du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Et on va voir maintenant comment justement on peut gérer les utilisateurs nationaux autorisés, où qu'ils soient, dans n'importe quelle institution du pays. Alors, pour vous familiariser avec cette question de gestion des utilisateurs nationaux autorisés, vous avez la possibilité de revenir à certaines ressources de formation qui sont disponibles sur le BCH, sur le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, ou bien dans l'environnement virtuel d'éducation à l'adresse Moodle BCH CBD INT. Vous pouvez consulter le manuel 6 d'enregistrement d'informations sur le centre d'échange. Vous pouvez aussi consulter les exercices ou études de cas, l'étude de cas par exemple numéro 3. Vous pouvez aussi consulter la section d'aide du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Et enfin, vous pouvez accéder au site de formation du centre d'échange pour vous exercer à gérer les utilisateurs nationaux autorisés. C'est ce qu'on va faire à l'instant. Je vais essayer de vous montrer d'abord le guide d'utilisation pour le portail central du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, ce manuel, manuel numéro 6, où vous pouvez trouver toutes les indications nécessaires pour savoir comment enregistrer les informations dans le portail central du centre d'échange. Bien. Alors, revenons à notre présentation et passons d'abord à des exemples d'utilisation du site de formation du centre d'échange. Tout d'abord, une note importante, tout ce qu'on va utiliser dans ces exemples, les institutions et les noms de personnes, sont des noms fictifs et ne correspondent pas à la réalité. C'est un site d'entraînement. Alors, pour pouvoir suivre cette initiation ou cet exercice, vous devez d'abord entrer dans le site de formation. Alors pour cela, je vais vous montrer un peu les étapes pratiques de cette phase. Alors je vais aller dans le site du BCH. Pardon. Voilà. Alors ça, c'est le site donc, du centre d'échange, le portail central donc, du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Alors pour pouvoir
accéder au site de formation que vous voyez là dans l'onglet ressources. Vous devez être un utilisateur inscrit au centre d'échange. Alors, si vous êtes inscrit, vous allez à connexion. Si vous n'êtes pas inscrit, vous allez vous inscrire. Alors, vous cliquez ici, vous vous inscrivez au centre d'échange. Alors, il vous donne donc un formulaire à remplir. Les astérisques en rouge vous indiquent que ce sont des champs obligatoires, nom de famille, pays, téléphone et surtout l'adresse email. Lorsque vous avez rempli ce formulaire, vous envoyez votre demande. Il vous sera envoyé automatiquement un login et un mot de passe. Votre login, généralement, c'est votre adresse email. Et il vous donnera un mot de passe provisoire que vous utiliserez pour accéder donc, au centre d'échange en tant qu'utilisateur inscrit. Vous aurez bien sûr à changer ce mot de passe pour mettre un mot de passe qui vous convient. Bien, alors je vais m'inscrire. Alors vous verrez que si je veux accéder au site de formation, je ne pourrai pas le faire si je ne suis pas inscrit. Hein, donc vous devez vous inscrire. Bon, moi j'ai mon propre donc, login et mot de passe, je vais m'inscrire. Donc je vais mon adresse email. Mon mot de passe, que je ne vous montre pas, bien sûr. Et j'accède donc au site de formation. Alors, dans ce site de formation, j'ai la possibilité d'accéder ici à un espace de formation. Je vais sélectionner un espace. Vous avez la possibilité de sélectionner tout ce que vous voulez. Je vais sélectionner l'espace public de formation. Je vais sélectionner un pays. Par exemple, je vais sélectionner Belize. Voilà. Et je vais accéder en tant que point focal. C'est nécessaire d'accéder ici, dans cet exercice, en tant que point focal ou correspondant national, parce que c'est lui qui gère les utilisateurs nationaux autorisés. Donc, j'accède ici en tant que correspondant national ou point focal. Lorsque vous aurez donc accédé à cet espace de formation, vous avez en haut toutes les informations relatives à votre inscription. Donc, vous avez votre identifiant, vous avez votre rôle, donc comme correspondant national du BCH, vous appartenez au gouvernement de Belize et vous utilisez la base de données publique de formation. Vous pouvez modifier les paramètres si vous voulez rentrer en tant qu'utilisateur national autorisé. Vous pouvez aussi, tout à l'heure, quitter le site de formation. Ça vous montre que vous êtes dans le site de formation. Vous avez exactement les mêmes instructions que dans le site réel, mais tout ce que vous allez faire ne sera pas enregistré puisque ce site-là, c'est un site de formation et les informations qu'on va saisir, ce sont ces informations fictives, elles ne seront pas réelles. Alors, dans cette barre gauche du correspondant national, donc, puisqu'il est le gestionnaire maintenant, vous avez tout à fait en bas l'administration. Et vous voyez ici, utilisateur national autorisé. On verra pour toutes les autres parties, on verra plus tard à quoi ça sert. Bien sûr, on verra que ça sert à saisir des informations. Alors, regardons maintenant comment le correspondant national peut gérer des utilisateurs nationaux autorisés. Alors, si vous cliquez ici, vous accédez à la section gestion des utilisateurs nationaux autorisés et vous avez une liste déjà prête d'utilisateurs nationaux autorisés de Belize. Alors, vous avez la possibilité d'éditer le rôle de chacun. Vous voyez qu'ici, par exemple, M. Francisco Gutiérrez de Belize, il est dans l'autorité agriculture,
santé agricole et le département de la santé des plantes. C, il a le rôle de correspondant national du centre d'échange. Je peux éditer son rôle. Apparemment, je ne peux pas puisque c'est le correspondant national. Je vais passer au deuxième. Donc, Delila Cap, qui est dans le même service, mais qui est utilisateur national autorisé. Donc, je vais cliquer sur éditer son rôle. Voilà. Alors, j'ai le nom donc de Delila Cap, son adresse email, et elle a les différents rôles. Donc, elle a le rôle d'utilisateur national autorisé. Elle peut enregistrer des détails de contact. Elle peut enregistrer des lois. Elle peut enregistrer des décisions ou bien des évaluations des risques. Elle peut enregistrer des rapports nationaux. Elle est aussi administrateur du site web Hermès de biosécurité. Bon, je peux lui enlever certains rôles. Par exemple, je vais lui enlever le rôle d'enregistrement des rapports nationaux. Donc, je continue. Voilà. J'ai donc changé le rôle de Delila K. Vous pouvez faire la même chose avec les autres. Vous pouvez aussi supprimer ce rôle ou alors ajouter. Vous pouvez ajouter un nouveau rôle. Par exemple, je vais ajouter un second rôle, je vais mettre abcd@gmail.com. C'est une adresse fictive, bien sûr. Si vous connaissez l'adresse, vous allez chercher dans votre liste. Apparemment, donc, cette adresse n'existe pas. Je vais inscrire moi-même donc le nom de cette personne. Alors, premier nom, je vais mettre Jean, par exemple, et Baptiste. Évidemment, ce sont des noms fictifs. Je vais lui attribuer alors le rôle pour uniquement l'enregistrement des détails de contact. C'est tout. Je vais continuer. Normalement, je devrais voir apparaître maintenant l'utilisateur national autorisé, le nouveau. Il faudrait peut-être que je clique sur le... Je vais revenir. Attendez, Jean, Baptiste, contact, je voudrais peut-être cliquer ici. Mohammed, do you hear me? Ernesto? Yes. Yes. Now, Can you take over? Okay. When you click on proceed with changes now, the person that you have appointed will be don't click continue. At this point in the real site, the person that you have appointed will appear in the list of the national authority users. The thing is that you are in the training site, so you have this banner that says that you have completed your task, and the person has been appointed as a national authority user. So in the real site, it will appear in the list. It is not appearing here because you're not creating a real national authority user because you are just in the training site. Okay. Okay, so this is the same when you change the roles or when you delete it, the same banner will appear, signaling that you are you just have done it and it's okay. If you want, for the next slides we can do an exercise. You as a focal point and you can appoint me as a national authorized user, and we can show the people
how we interchange information as a focal point and an NAU according to the next slides. Go ahead and if you want, you can do that. Over the Belize government. I am already in the training site as a national authorized user, so I can perform like that. Ok. Donc, on peut créer donc un utilisateur national autorisé, mais parce qu'on est dans le site de formation, cet utilisateur national autorisé n'apparaît pas dans cette liste. Mais dans le site réel, il va apparaître dans cette liste. Voilà. Donc, ceci est pour montrer comment on peut créer ou changer les rôles donc, des utilisateurs nationaux autorisés. Dans ce cas, dans le site de formation, les changements n'apparaissent pas à l'observateur. Mais ceci est justement un exercice pour montrer comment on peut créer des utilisateurs nationaux autorisés. Bien. Donc, voilà un exemple donc, de création d'utilisateurs national autorisé, comment le correspondant national du centre, il peut en créer autant qu'il veut. Et pour cet exercice, vous avez besoin d'être un correspondant national pour pouvoir avoir accès à la gestion des utilisateurs nationaux autorisés. Bien. Alors, supposons qu'on ait une structure donnée d'un cadre national de biosécurité avec le correspondant national du centre d'échange qui se trouve dans le ministère de l'Environnement. Et supposons que vous avez des autorités nationales compétentes dans les ministères de la Santé, de l'Agriculture, des Affaires étrangères, etc. Si les utilisateurs sont déjà inscrits, on peut leur attribuer des rôles en tant qu'utilisateurs nationaux autorisés. Sinon, on peut créer les utilisateurs directement d'ici. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai cherché avec mon email pour voir est-ce que l'email que j'ai mis existe dans ma liste d'utilisateurs. S'il n'existe pas, je l'inscris comme utilisateur national autorisé. Je peux modifier les rôles, je peux supprimer les utilisateurs nationaux autorisés. Donc voilà cette session. Alors on peut, par exemple, désigner des administrateurs de sites web, par exemple, pour la gestion des sites web nationaux, par exemple. Ceux qui utilisent l'instance Hermès préparée par le secrétariat à la Convention. Je vous donne ici quelques adresses de sites qui utilisent cet administrateur. C'est un utilisateur national autorisé désigné par le point focal du pays. Alors on va s'intéresser maintenant à l'interaction entre le correspondant national et l'utilisateur national autorisé. Alors, il est important ici que chacun ait son adresse email pour qu'on puisse retrouver les utilisateurs nationaux autorisés. On va voir, concernant l'enregistrement d'informations, comment un utilisateur national autorisé saisit l'information, comment il l'envoie au correspondant national pour validation ou pour publication, et que peut faire le correspondant national si l'information n'est pas complète ou n'est pas correcte, et quand cette information sera-t-elle publiée sur le centre d'échange. Nous verrons tout cela dans les prochains webinaires, et notamment celui qui est relatif à l'enregistrement d'informations nationales et de référence dans le centre d'échange. Alors, schématiquement, nous avons ce flux d'informations. Lorsque vous entrez au centre d'échange, au centre
d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, le BCH, la première chose qu'on vérifie, est-ce que vous avez un compte sur le centre d'échange? Si vous avez un compte, vous procédez. Sinon, vous devez vous inscrire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour accéder à la section d'enregistrement d'informations. Lorsque vous entrez au centre d'échange, vous allez pouvoir télécharger des formulaires, qu'on appelle des formats communs, sur le centre d'échange. Alors, on peut voir cela directement sur le site de formation. Alors, si je reviens à mon espace site de formation, je vais pouvoir entrer ici, par exemple, pour enregistrer un nouveau dossier. Si je clique dans l'enregistrement de nouveau dossier, j'ai devant moi l'espace qui me permet d'enregistrer des dossiers. Alors, vous avez tout de suite deux catégories de dossiers, des dossiers nationaux et des dossiers de référence. Alors, les dossiers nationaux sont ici. Vous avez ici une liste, on verra ça tout à l'heure, dans le prochain webinaire. Vous avez la possibilité ici de télécharger les formulaires dans la langue qui vous convient. Alors, il y a les formulaires dans les 6 langues des Nations Unies, donc arabe, anglais, espagnol, français, russe et chinois. On verra que vous avez aussi la possibilité de faire cet enregistrement en ligne, si vous cliquez sur cette icône d'écran. Donc, pour l'enregistrement des données nationales, des dossiers nationaux, vous pouvez accéder au formulaire dans la langue qui vous convient. Ici, on va dire en français. Supposons que je veux créer un site web ou une base de données, je vais cliquer sur le document français. Je clique ici et j'ai le format commun correspondant à cette information. Alors, à titre d'exemple, on va afficher ce format commun. Voilà comment se présente le format commun relatif à l'enregistrement d'un site web ou d'une base de données nationale pour la prévention des risques biotechnologiques. Donc, lorsque vous êtes entré donc, au centre de gestion, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure en tant qu'exercice. J'ai téléchargé donc un format commun. Je vous l'ai montré, le format commun relatif à l'enregistrement d'un site web. J'ai collecté l'information, j'ai envoyé des copies, par exemple, à différentes autorités nationales compétentes ou à différentes personnes concernées par cette information ou les informations dont j'ai besoin. J'ai collecté ces différentes informations et je vais identifier, si nécessaire, dans le centre d'échange ou bien remplir d'autres formats communs si nécessaire. Alors, si l'information est complète et précise, si vous êtes point focal, vous allez vérifier cette information et vous vous apercevez qu'elle est correcte. Vous allez maintenant remplir les formulaires en ligne. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous cliquez sur l'icône d'écran et vous reportez ce qui est dans le papier, en quelque sorte, vous allez l'enregistrer en ligne. Et ce sera la même chose pour tous les collaborateurs qui travaillent avec vous. Ils vont enregistrer cela en ligne. Si l'information n'est pas correcte, évidemment, vous allez la renvoyer afin de demander des corrections ou des précisions, ou alors vous la supprimez totalement. Maintenant, votre information est remplie, elle est correcte, vous l'avez saisie donc au niveau du centre d'échange, vous l'avez saisie en ligne, vous êtes un ou plusieurs personnes à avoir fait cette saisie, chacun dans son domaine a rempli en ligne l'information qu'il faut saisir sur le BCH. Il l'a fait en ligne. Maintenant, quel type d'enregistrement vous avez fait? Si c'était un enregistrement national,
vous allez pouvoir valider si vous êtes le point focal. Alors, quel type d'utilisateur êtes-vous? Êtes-vous un utilisateur national autorisé ou un point focal ou un correspondant national? Si vous êtes le correspondant national, il vous sera facile de valider cela tout de suite. Et ça va être directement publié sur le centre d'échange et sur le web. Si vous n'êtes pas le correspondant national, vous allez envoyer cet enregistrement pour validation. Vous l'envoyez à qui? Vous l'envoyez au correspondant national pour le centre d'échange. Maintenant, si votre correspondant national ou le point focal va accepter cet enregistrement, il va le valider et il sera publié directement sur le BCH. Sinon, si votre information comporte des erreurs ou ne convient pas, le point focal va le faire signaler, il va vous renvoyer cette information et il va vous demander des corrections. Et vous reprenez le schéma dès le départ pour reprendre les corrections, etc., etc., et revenir à ce stade. Si maintenant le point focal voit que votre information est correcte, il va la publier directement. Voilà pour le flux d'informations. Évidemment, si maintenant votre enregistrement est un enregistrement de référence, alors je vais vous montrer c'est quoi les enregistrements de référence. Alors si vous revenez, si on revient donc à... Non. Alors, si on revient à l'enregistrement donc des dossiers, nous avons vu les dossiers nationaux et je vous ai dit qu'il y a aussi des dossiers de référence. Alors, qu'est-ce que c'est que ces dossiers de référence? Par exemple, vous avez des coordonnées de contact, des activités, des projets ou des opportunités de renforcement de capacité, des informations sur l'évaluation des besoins en renforcement de capacité, des informations d'organisation de prévention des risques biotechnologiques, y compris des laboratoires, par exemple, de détection ou d'identification d'OVM. Toutes ces informations, ou bien de centres de ressources d'informations sur la biosécurité, ou bien des nouvelles du centre d'échange, ou bien du centre d'échange national, ou bien des données d'évaluation de risque générées par un processus indépendant ou qui n'est pas réglementaire, ou bien des informations d'organismes vivants modifiés, ou bien des éléments génétiques, un gène de transformation, ou bien des organismes. Toutes ces informations sont dites des informations de référence et elles ne seront validées, on va le voir, que par le secrétariat. Voilà. Alors, donc, si c'est une information de référence, cette information va être véhiculée non pas vers le correspondant national, mais plutôt vers le secrétariat à la Convention sur la diversité biologique. Le secrétariat va à son tour évaluer cette information. S'il juge qu'elle est publiable, il va l'accepter. Elle sera publiée directement sur le centre d'échange et visible sur le web. Sinon, elle sera soit supprimée, soit renvoyée à son auteur pour effectuer des modifications. Voilà donc pour le flux d'informations et entre le correspondant national pour le centre d'échange et les utilisateurs nationaux autorisés. On a vu qu'il y a deux types d'informations, celles qui concernent le pays, les informations nationales. Celles-ci vont être saisies soit par le correspondant national lui-même, soit par ses collaborateurs,
les utilisateurs nationaux autorisés. Et concernant les informations de référence, celles qui sont générales ou d'ordre général et qui ne sont pas forcément, ne se rapportent pas au pays, celles-ci sont traitées par le secrétariat à la Convention sur la diversité biologique, et c'est ce secrétariat qui va valider cette information. Pour toutes les informations nationales, c'est le correspondant national qui effectue la validation ou le rejet ou la demande de correction auprès de ses collaborateurs. Voilà donc pour le flux d'informations entre les correspondants nationaux et les utilisateurs nationaux autorisés. En résumé, nous avons vu l'enregistrement d'informations dans le centre d'échange et le rôle important que détient le correspondant national, notamment pour la validation de ces informations. On a vu qui sont les utilisateurs nationaux autorisés et où peut-on trouver les guides détaillés pour les correspondants nationaux sur la façon de gérer les utilisateurs nationaux autorisés. On a vu une petite démonstration sur la façon de créer et de gérer les utilisateurs nationaux autorisés et on a vu comment circule l'information entre le correspondant national et les utilisateurs nationaux autorisés. J'espère que vous avez compris toute cette machine d'enregistrement d'informations dans le centre d'échange et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, on peut prendre des questions. Oui, une question? Voilà pour la validation des dossiers. Si je parle de la validation, la publication, s'il s'agit d'une publication, normalement, il y a la commission. On va décider si l'information peut être éditée ou non, scientifiquement, est-ce correctement. Est-ce que personne a le pouvoir de décider de ça ou c'est un comité scientifique? Alors, notre ami Medini pose la question suivante. Si l'information est de nature scientifique, est-ce qu'il y a un comité qui va juger de cette information, qui va en fait décider pour la publication de cette information scientifique? Bon, en ce qui concerne le centre d'échange, on a deux catégories d'informations. Il y a des informations nationales et des informations de référence. Et dans votre cas, c'est une information de référence. C'est une information scientifique. Elle ne va pas être traitée par le correspondant national. Mais par contre, elle va être traitée par le secrétariat. L'information scientifique qui est déposée par un utilisateur national autorisé va donc être examiné par le secrétariat. Il va peut-être l'envoyer à des spécialistes. Il va faire son enquête sur la véracité de cette information et après vérification, si cette information est correcte, il va probablement la publier. Si elle comporte certaines, on va dire, irrégularité ou faute, on va dire, ou erreur, etc., il va probablement la renvoyer à son auteur. Bon, si l'information n'est pas, on va dire, n'est pas acceptée par le secrétariat, si elle n'a pas, par exemple, si elle ne se rapporte pas à la prévention des risques biotechnologiques, le secrétariat probablement va l'éliminer, la supprimer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien. Question? Juste pour les experts nationaux
nationaux, est-ce que cette information peut passer par le ministère national? Alors, notre amie, Madame Souad, donc demande la question suivante. Si c'est une information scientifique, pourquoi ne pas la faire passer par des experts nationaux avant de la passer au BCH? Bien sûr, ceci est possible de faire passer cette information scientifique par un comité ou bien des experts, etc. Mais toujours est-il que la publication sur le centre d'échange n'appartient pas au correspondant national. Parce que les dossiers nationaux, je vais peut-être vous montrer les dossiers nationaux. Voici les dossiers nationaux. Les dossiers nationaux, si je remonte, vous avez, voici les catégories. Vous avez des correspondants nationaux. Ça, vous pouvez, bon, ici, dans le cas de correspondants nationaux, on verra, c'est une information à part. Vous avez un site web, une base de données nationale. Vous avez une autorité nationale compétente. Vous avez des lois, réglementations, directives, accords régionaux et internationaux sur la prévention des risques. Vous avez des décisions du pays. Vous avez des évaluations du risque générées par un processus de réglementation nationale, donc engagé, un processus officiel, on va dire. Vous avez des experts. Et vous avez des rapports sur la mission effectuée par des experts. Vous n'avez nulle part une place pour le correspondant national de saisir une information scientifique. Ça veut dire que ce n'est pas de son ressort. Par contre, dans des dossiers de référence, vous avez la possibilité, par exemple, de saisir, par exemple, si c'est un activité, projet, etc., et je ne vois pas, d'ailleurs ici, même pour des articles scientifiques, je ne crois pas que le secrétariat accepte les articles. Parce qu'il y a des évaluations, il y a des organisations, des laboratoires, etc., il y a des centres de ressources d'information, il y a des nouvelles du centre d'échange. Donc il n'y a nulle part une place où mettre cet article scientifique, en fait. Mais vous pouvez toujours l'envoyer, je ne sais pas, dans une rubrique, je ne sais pas si vous pouvez le mettre, par exemple, dans le centre de ressources d'information, mais je ne pense pas que ça va, je ne sais pas, finalement. Mais l'article scientifique, n'étant pas un dossier national, ce n'est pas au correspondant national de le valider. Et comme l'a dit notre collègue, il faut un comité, en fait, pour valider une information scientifique. Donc, probablement que le secrétariat, si ça lui arrive à travers, par exemple, une nouvelle, etc., il va faire passer cette information à des experts pour juger de sa validation. Bon, ici, c'est bien spécifié. Les informations, même les informations de référence, sont bien spécifiées. C'est des catégories bien déterminées. Et la catégorie article scientifique n'existe pas. Bon, je dis peut-être dans certaines catégories, vous pouvez le faire, je ne sais pas. Mais on peut toujours voir. Par exemple, moi, je le placerai dans le centre de ressources d'information, mais je ne pense pas que, même si j'envoie le formulaire, par exemple, de cette rubrique, vous verrez si vous pouvez saisir cette information. Je ne pense pas. Une information scientifique. Oui. À ce moment, on peut la mettre dans nouvelle, par exemple. Vous pouvez envoyer une nouvelle, par exemple. Mais de toutes les façons, ce n'est pas une information nationale et c'est au secrétariat de juger de la publier ou non. Oui. Mohamed? Une question, mais Ernest, tu as une question? Yeah, You have a question?
Yes, Mohammed, we'll address these questions in the following webinar. If you want, we can do a real-time demonstration of how these the national records and also the reference records go through the BCH and get validated. You can make some records, some reference record as a registered user, and then I will act as if I were the CBD and will validate them online. Okay, that for the next webinar at 2 p.m. Okay. Okay, so they can see clearly how the data flow is. Ok. Donc Ernesto dit que tout à l'heure, dans le prochain webinaire, on va voir comment se fait le flux d'informations entre les correspondants nationaux et les utilisateurs nationaux autorisés. Pour la question de notre amie Rauda, elle pose la question suivante. Qui va valider l'autorisation pour une personne d'être utilisateur national autorisé? Alors, concernant maintenant la création de l'utilisateur national autorisé, j'espère que vous avez compris comment ça se passe. Donc, on passe à travers le centre de gestion, on crée un utilisateur. Maintenant, le point focal ou le correspondant national de BCH, il va recevoir une information, soit de la part de ses supérieurs hiérarchiques, soit venant d'autres ministères ou d'autres autorités nationales compétentes, cette information qui désigne ou qui dit, voilà, telle personne, c'est notre correspondant pour cette institution. Donc, prière, par exemple, de le désigner comme utilisateur national autorisé pour la saisie d'informations, etc. Donc, évidemment, le correspondant national ne va pas désigner comme ça ses amis et ses frères et sœurs comme utilisateurs nationaux autorisés. Il va probablement se baser sur soit une directive officielle venant de ses supérieurs hiérarchiques, soit d'une directive officielle venant d'autres autorités nationales compétentes. Et à travers ces formations que nous avons déjà dès la début est-ce que le correspondant national déjà a une idée pour les personnes qui sont des personnes, des utilisateurs nationaux c'est pas des formations, mais on a déjà parlé tout à l'heure de la liste des experts. C'est-à-dire, normalement, on devrait établir des experts et les garder dans ce site. Et moi, lorsque j'ai utilisé le problème, en fait, c'est même pour les développer en la matière. Je n'ai pas trouvé cette histoire juste de faire pareil et de s'inspirer. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, il y a une formation qui va sur la liste des experts. Donc, j'ai dit peut-être automatiquement, je vais le trouver dans la liste des experts qui restent ce dossier-là. Mais je ne vais pas trouver. Bien. Bon, pour la liste des experts, évidemment, elle est différente de la liste des utilisateurs nationaux autorisés. Et évidemment, certainement que le correspondant national de chaque pays a une idée de ces utilisateurs nationaux autorisés, mais bien entendu, il doit certainement se référer à ses supérieurs hiérarchiques pour désigner ces utilisateurs nationaux autorisés. Bien, merci à tous pour votre participation. Nous allons clore ce webinaire et je vous donne rendez-vous pour le prochain dans 2 heures. Merci à tous et à bientôt.